La coopération entre concurrents n'a pas toujours eu bonne presse. Pendant longtemps, elle a été assimilée à l'entente. Aujourd'hui, elle est pourtant devenue une norme dans toutes les industries globalisées et elle est même encouragée par les pouvoirs publics. La Revue française de gestion a souhaité élaborer un dossier spécial sur ce thème de la coopétition dont elle avait confié la coordination à Frédéric Leroy, qui a été auteur d'un ouvrage sur les stratégies de coopétition. Frédéric Leroy, bonjour. Bonjour. Alors, les stratégies de coopétition, d'où provient l'émergence de ce terme de coopétition et de quelle réalité rend-il compte? Donc, la différence avec le siècle précédent, presque le millénaire passé, c'est les coûts que doivent supporter les entreprises dans les deux courses qu'elles ont à mener. La course à la globalisation et la course à la technologie. Donc, il faut à la fois qu'elles supportent des coûts supérieurs dans toutes les phases amont de recherche, d'investissement, de production, et qu'elles supportent des coûts supplémentaires dans la phase de distribution, de marketing et de promotion de leur marque et de leurs produits. Donc, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de faire ça toutes seules, et donc elles ont tendance à mutualiser ces coûts pour à la fois baisser leurs coûts amont et pour avoir une plus grande audience une plus grande audience mondiale au niveau de leurs produits. Et bien souvent, le meilleur partenaire, c'est paradoxalement le concurrent. Donc c'est de ce besoin de coopération avec quelqu'un qui a des ressources complémentaires que naissent les stratégies de coopétition. On retrouve un vieux dilemme, lutte-coopération, qui est cher aux stratèges en général. Est-ce que vous auriez des exemples concrets de stratégies coopétitives? Alors, un exemple récent de coûts partagés, c'est l'accord entre Bouygues et SFR, puisque pour supporter les coûts d'investissement dans les réseaux, ils ont décidé de travailler ensemble à hauteur de 300 millions d'euros. Donc d'un côté, on a condamné une entente dans cette même industrie il y a quelques années, pouvoirs publics, de l'autre côté, les pouvoirs publics ont encouragé cette économie, Paradoxe. cette compétition, en se disant peut-être qu'ils vont, comme ça va coûter moins cher aux consommateurs. Donc, autre exemple, là, c'est Sanofi et BMS donc, qui ont développé ensemble le Plavix et qui annoncent qu'ils ont comme ça fait un chiffre d'affaires à plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a plein d'exemples dans les services publics, on appelle ça la mutualisation. On veut un scanner, maintenant il faut faire un dossier commun avec un hôpital, une clinique, des concurrents en fait, qui sont obligés de travailler ensemble même s'ils n'ont pas envie. Il y a beaucoup de cas très, très simples comme un groupement de taxis, c'est un groupement de concurrents qui vont travailler ensemble parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de fréquences, parce qu'ils ont besoin d'augmenter leur chiffre d'affaires, de baisser leurs coûts. Et donc on a ces logiques-là qu'on va retrouver dans beaucoup d'industries aujourd'hui. On est typiquement, enfin, on sent bien on serait tenté de parler de coopération, c'est-à-dire que voilà, on est vers de la coopération, et vous proposez, enfin, sous ce terme, l'idée de coopétition, c'est-à-dire qu'on rend compte d'une réalité qui est plus complexe que ça. On est à la fois compétiteur et on coopère simultanément dans certaines logiques coopétitives. Excusez-moi, c'est difficile même de prononcer le terme parfois. Ouais, alors c'est un nouveau vocabulaire parce que on a tendance si on prend le vocabulaire français, à parler de coopération, d'alliance, de réseau, de mutualisation en France, et on donne l'impression qu'il n'y a que des phénomènes coopératifs qui se passent. Et en fait, c'est pas vrai. Si on revient sur SFR et Bouygues, ce sont des compétiteurs. Ils continuent à se battre sur les parts de marché, ils continuent à essayer de s'agresser à coup de remise pour avoir des clients ou pour ne pas en perdre. Donc les cliniques et les hôpitaux vont continuer à rivaliser, même s'ils achètent un scanner en commun. Les taxis sont en compétition dans un groupement de taxis. Et donc l'idée c'est de créer un néologisme, un nouveau terme, qui rende justice de cette dualité de la relation, de ce côté paradoxal de la situation. Si on parle que de coopération, on n'a qu'un aspect du problème. Si on parle que de compétition, on n'a qu'un aspect. Et en fait, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est gérer simultanément une relation qui soit compétitive et coopérative avec le même partenaire adversaire. Comme on n'a pas le vocabulaire, j'utilise ce terme, on utilise ce terme parce qu'il contracte les deux. Et on sait bien, quand on rentre dans une relation de coopétition, qu'il y aura des aspects concurrentiels, qu'il y aura des aspects de rivalité. Et il n'y aura pas que des aspects coopératifs. Donc on donne au vrai nom, en fait, à la relation qui s'établit entre deux entreprises. Alors, on sent bien que s'élaborent des relations stratégiques complexes, paradoxales. Est-ce qu'elles sont porteuses de risques également nouveaux? Alors, avant de parler des risques, il faut parler des gains. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, Sony et Philips, ils ont inventé ensemble le CD en 1978. Donc, on a déjà une innovation majeure qui est portée par deux entreprises concurrentes. Quand Sony et Samsung veulent battre Philips, battre Philips et Sharp sur la télévision écran plat,
et ils vont développer ensemble la technologie LCD. Ils font une joint venture, ils sont 3e, 4e du marché. En mutualisant leurs investissements, ils se retrouvent 1er et 2e du marché. Et Philips est sorti du marché de télévision écran plat. Vous prenez SkyTeam, Star Alliance, c'est des stratégies de compétition qui ne disent pas leur nom. Vous prenez Airbus, Eurocopter, Arianespace, tous les grands succès industriels européens, au départ, c'est de la compétition, même si après, il y a les fusions au sein de ADS. Donc il y a une efficacité certaine de ce type de stratégie. Maintenant, effectivement, elles ne sont pas sans risque, puisque, comme on l'a dit, par nature, on coopère avec un concurrent. On va être obligé de mutualiser un certain nombre de technologies, de compétences, de ressources, d'informations avec ce concurrent. Si on ne veut pas faire cette mutualisation, ce n'est pas la peine de rentrer en coopération avec lui. Donc, on ne peut pas s'en protéger. Et le risque, c'est le pillage de compétences. Le risque, c'est qu'on arme son concurrent et qu'on lui permet de devenir meilleur que nous. Et on ne sait jamais quelles sont les intentions du concurrent. On ne sait jamais s'il veut vraiment développer un projet industriel avec nous ou s'il est là pour piller nos compétences. C'est toute la polémique autour de l'implantation du Rafale en Inde, au Brésil, où il faut mettre des usines là-bas. Ou des développements en Chine, ou des développements, voilà, le problème qu'a connu Danone. Le Danone, c'est l'affaire Huawei, c'est le problème de l'Airbus, l'usine en Chine, le fait qu'ils soient obligés de former des ingénieurs chinois à la technologie Airbus sur les sites de Hambourg et sur les sites de Toulouse, c'est un vrai problème. En fait, il faut arbitrer entre deux risques. Soit j'ai un risque de pillage des connaissances, soit j'ai un risque de ne pas avoir le marché. C'est risque de marché contre risque technologique. On ne peut pas tomber à zéro. Par contre, on peut se protéger du risque. Enfin, on peut se protéger du risque. On ne peut pas s'en protéger, mais on peut tenter de manager, essayer de le gérer, voilà, essayer de gérer le risque. Donc, s'ouvrir en partie à son compétiteur, à son concurrent partenaire, c'est en même temps et obligatoirement mettre en place des dispositifs de management du risque. Quelle info je vais partager, quelle info je ne vais pas partager, quel élément je vais mettre ensemble, quel élément je ne vais pas mettre ensemble. Il y a une dimension contractuelle qui, bien sûr, qui est très forte. Et après, il y a une dimension organisationnelle dans les structures d'organisation qu'on met en place, dans la façon dont on forme les gens qui vont se retrouver en situation de compétition, c'est-à-dire de coopérer avec le concurrent au quotidien. Il y a tous des problèmes de système d'information, comment on met en place le système d'information, comment on les protège en partie, comment on les ouvre en partie, quelles sont les core competencies qu'on veut partager, celles qu'on ne partagera pas, qu'est-ce qu'on va garder pour nous. Et là, il y a toute une ingénierie, je dirais, de la compétition qui est en train de se mettre en œuvre, mais sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à faire. Et Deux remarques avant de conclure. D'abord, on pense au cas Apple contre Samsung, c'est-à-dire que ces risques sont aussi des risques juridiques. Quand vous évoquez le brevet, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on a breveté qu'il n'y a pas des coûts associés qui peuvent être absolument considérables. Et deuxième point, on l'a moins évoqué, mais vous êtes aussi un des chercheurs français qui s'inspire beaucoup de la stratégie militaire pour penser la stratégie des entreprises. Et sur ce point-là, on a l'impression qu'avec la compétition, on retrouve au fond un bon vieux principe qu'on avait peut-être un peu oublié, c'est qu'on est parfois en coopération avec certains et parfois en concurrence frontale avec d'autres. Pour rebondir sur cette analogie avec le domaine militaire, moi au départ je m'intéressais uniquement à la compétition et je m'étais beaucoup inspiré dans mon travail de doctorat sur les stratégies militaires. Et en fait, ça ne m'intéressait pas la coopération. Mais pour comprendre les industries aujourd'hui, pour comprendre les stratégies des firmes, c'est impossible de faire l'économie de la coopération. C'est-à-dire que la coopération fait partie des stratégies concurrentielles aujourd'hui. Et si on oublie cet aspect coopératif, la façon dont les entreprises concurrentes vont travailler ensemble avec certains, pas avec d'autres, dans des relations complexes, parce que là, on est resté au niveau de la diade, j'ai donné des exemples diadiques, mais en fait, on a la même chose au niveau des réseaux. C'est-à-dire qu'on a des réseaux d'alliances entre firmes concurrentes qui vont à la fois rivaliser et coopérer entre elles dans un réseau, et rivaliser et coopérer dans un autre réseau avec de la compétition entre les deux réseaux. Donc on a des formes de plus en plus complexes qui échappent au cas d'analyse traditionnel qu'on connaît et qui obligent à repenser complètement l'analyse stratégique. Et donc on a un vrai problème conceptuel d'innovation dans les cadres d'analyse en stratégie et on a un vrai problème au quotidien d'innovation dans les pratiques managériales pour gérer ces relations complexes. Et donc on est dans ce domaine militaire, mais pour l'affrontement économique, on est obligé de faire aussi également de la coopération économique. C'est un peu, il faut à la fois faire la guerre et faire l'amour, quoi. C'est un peu les deux choses en même temps. C'est une très belle image. Pour être performant aujourd'hui, quoi. Très belle image. Je pense que nous aurons l'occasion de rediscuter tout ça, puisque vous êtes l'auteur d'une entrée dans l'encyclopédie de la stratégie consacrée justement au réseau interorganisationnel que vous avez évoqué à la fin de votre interview. Et je crois que ça méritera effectivement quelques développements complémentaires. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous.